Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour la loi des séries, comme chaque semaine, 2 fois par semaine, vous le savez. Nous sommes avec vous pour parler de l'actualité des séries avec celles et ceux qui la font. Et alors que le festival Série Mania va refermer ses portes ce soir avec la cérémonie de clôture, nous recevons une personnalité des séries que vous connaissez parce que voilà maintenant quelques années qu'il traîne son visage et son expérience sur les plateaux de télévision et on l'aime beaucoup. On avait envie de lui consacrer une émission comme on le fait, une masterclass comme on le fait régulièrement. Bonsoir Stéphane Debac. Bonsoir Alexandre. Comment ça va ? Je vais bien, merci. On est très heureux de t'accueillir parce que moi je vais très bien aussi. Actualité extrêmement riche, films, séries, tout va bien. Oui, ça va. Oui, j'ai connu pire. Il y a pire. On va voir l'actualité de Stéphane Debac. C'est un film sorti depuis maintenant quelques semaines. C'est le deuxième volet de Maison de retraite, évidemment. On va revenir sur quelques moments de sa vie, aussi de son parcours. À la télévision, il adore ça. Des surprises, il adore ça. Donc, on a bien choisi notre moment. Mais auparavant, vous le savez, on commence chaque émission par une avant-première, comme on le fait régulièrement. Et cette série, vous devez en entendre souper depuis longtemps avec moi, parce que c'est certainement l'un des projets que j'attendais le plus en ce début d'année 2024. Et ça y est, Arte a enfin dévoilé la bande-annonce de cette série qui sera diffusée le 7 avril prochain et que je vous conseille fortement. Ça s'appelle Machine. C'est avec Margot Bansillon et Joe Star. Ah, excellent. Ça arrive sur Arte. C'est Fred Grivois qui est à la réalisation. Et voici la bande-annonce. Regardez. Elle a porté atteinte à ce que l'armée a de plus sacré. On peut pas la laisser dans la nature. Il est où le machin que nous a envoyé l'intérim ? L'armée m'a formé. Déformé. Tu faisais quoi avant, toi ? C'était des bouger. C'est donc quoi, tu vas me Chuck Norris ? Le patronat et les syndicats nous font croire qu'on a besoin d'eux, alors que c'est l'inverse. La camaraderie m'a déjà fait le coup. Depuis, j'ai compris que pour survivre, c'est chacun pour soi. C'est qui, elle ? Une intérimaire. Une intérimaire ? Vraiment ? On diffuse son portrait dans toutes les gendarmeries et on voit ce qui se passe. Je t'avais dit de pas revenir. Si tu la retrouves, c'est pas une femme que t'as en face de toi. Hein. C'est une machine. Ils reprennent le pouvoir à l'usine. Fuck le capitalisme. Tu te débrouilles, hein. T'es un peu notre porte-bonheur. Franchement, j'ai une gueule de porte-bonheur. Et alors Fred Grivois, je le félicite, il a mis l'international en musique de fond pour sa série qu'il décrit comme la rencontre entre Kill Bill et Karl Marx. Quand une ancienne membre des forces spéciales met son talent de maîtresse kung-fu au service de la lutte sociale dans une usine menacée de délocalisation en Corée, eh bien ça donne Machine, portée par Margot Bansillon, qui est incroyable. Vous verrez dans combien cette d'épisodes, série. ça ? Il y a 6 épisodes de 52 cool. minutes et je salue le talent de Fred Grivois parce que non seulement il a fait un hold-up sur tout ce qui se fait en matière de séries télé, parce qu'on fait rarement des séries d'action comme ça, mais alors en plus dans une chaîne comme Arte où normalement il n'y a pas de saison 2, bah lui il nous fait un cliffhanger de fin de saison comme si on avait envie de revoir la suite, et évidemment qu'on a envie. Vous allez voir, c'est formidable. Il y a aussi des comédiens qu'on aime beaucoup comme Alexandre Philippe, il y a Anne Benoît qui a un rôle aussi de syndicaliste, Hubert Delattre qu'on a peut-être aperçu ici ou là, et puis ces formidables séquences de Karl Marx. Vous verrez, il y a une citation qui ouvre chacun des épisodes de Machine qui sont absolument géniaux, signé Emmanuel Macron, ça ne s'invente pas, vous verrez. Et puis des citations comme celle-ci que j'aime beaucoup, que dit Machine à propos de sa relation d'amitié avec Joe Star. Je savais me battre, il m'a appris à lutter. Voilà pour cette première saison de Machine, parce qu'on espère fortement que non seulement il y en aura une deuxième saison, mais qu'en plus il y aura une récompense à Série Mania où la série est en compétition. Ça s'appelle Machine. Qu'est-ce que tu vends bien ? Bah écoute, oh là là. je l'ai vu et c'est formidable. Très fort. Et c'est très bien. On revient à notre invité, Stéphane Debac, qui est dans les salles de cinéma maintenant, avec un nouveau film depuis le mois de février. Ouais. C'est le deuxième volet de Maison de retraite. Maison de retraite 2. Tiens, un petit extrait de la bande-annonce. Allez, et puis on en parle juste après. Regardons, c'est le premier élément d'actualité de notre invité. Cher Monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge, j'aimerais vous inviter pour l'été, vous, ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires. J'ai une grande annonce à vous faire. Tu vas enfin te couper les cheveux ? Non, on part tous en vacances à la mer.
Bienvenue au Bel Azur Club. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. Voici Lorenzo. Enchanté. Bonjour. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont ravies de vous rencontrer. Ok, waouh, on part sur un WAD. On en fait quoi des nouveaux? Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi. Génial, c'est la guerre. Oh putain, ça recommence. Ils vont s'entretuer, les yeux, ça va être trop bien. Hop, quartier! Stop! Non mais oh! Ça va pas bien ou quoi, là? On va dire à Milan de nous ramener dans notre foyer. Là-bas, c'est chez nous. La vérité, c'est qu'on peut pas rentrer au foyer. Vous avez 15 jours. Passé ce délai, je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat et une maison de retraite digne de ce nom. Si les anciens sont séparés des enfants, c'est ça qui les tuera. Ensemble, ils sont une famille. C'est beau, la manière dont tu t'occupes des anciens, Milan. Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver, et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Christophe May. Et c'est souvent après. Vous ayez été là. Allez! On se libère! Quelle belle distribution quand même dans ce film, c'est hallucinant. Oui. Je me faisais la réflexion aux États-Unis quand les acteurs vieillissent, on les met dans Expendables, nous on les met dans une maison de retraite. Exactement. Mais c'est pas mal non plus. Ouais, c'est pas mal. Oui, il y a moins d'action, mais il n'y a pas de cascade. Quelle belle distribution. Non, c'était merveilleux de côtoyer. Et puis alors je les aime tous beaucoup, mais particulièrement Daniel Prévost, qui est évidemment. Évidemment, Daniel Prévost. Michel Jonas, qui en ce moment prend un malin plaisir à faire de la comédie, il sera dans une autre série pour TF1 aux côtés de François-Xavier de Maison et Jeanne Bourneau qui s'appelle Le Négociateur, où il joue un papa gâteau protégeant son fils, papa poule. Il est génial dans la comédie aussi. Oui. Et Enrico Macias. Ouais, mais c'était... En fait, pour être très honnête, quand ils m'ont proposé ce rôle, je me suis dit, j'aurais plus jamais l'occasion de croiser ces gens en un tournage. C'est-à-dire qu'il me faudrait 3 vies, si tu veux, pour tourner avec Jean Reno, avec Daniel Prévost. Donc, c'était... Ça m'a poussé à accepter très vite. T'étais dans le premier ou je me souviens plus? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était arrivé là, tu diriges le. J'avais pas vu le 1 en plus. Pas vu le 1. Non, j'ai été honnête avec Elisa Soussan, la productrice. Elle me dit, tu déconnes, t'as pas vu le 1? Je dis, non. C'est pas possible. Je dis, non, mais je vais le regarder avant qu'on déjeune, tout ça, pour évoquer le film. Et, C'est un projet qui tient très à cœur de Kev Adams. Oui. Qu'il a vraiment porté sur les 2 volets. Parce que c'est pas que de la comédie, il y a aussi de la tendresse. Il y a vraiment un regard un peu tendre aussi sur la vieillesse et sur ces anciens qui sont autour de nous, quoi. Ouais, je crois que ça le touche personnellement parce qu'il est proche de sa famille, que c'est aussi l'énergie qu'il a mis dans le montage du premier, il s'est fait jeter partout, pour être clair, hein. Donc le premier a été une victoire publique, parce que les gens ont aimé, donc il n'y a pas de revanche chez Kev, hein. C'est un mec plutôt détendu, qui fait sa route. Il avance. Ouais. C'est des gens que je connais depuis longtemps, que ce soit Kev ou Elisa Soussan, sa productrice. C'est très drôle d'ailleurs, parce qu'en fait, Elisa, il y a quelques décennies de ça, je réalisais une série, la première série qu'elle produisait, qui s'appelait Palidzi. Et un jour, sur le plateau, elle me dit, tiens... est-ce que tu viendrais voir un mec que j'ai vu sur scène, il a 17 ans, il est super, il a un t-shirt où il y a son nom dessus. Ah bon? Ouais, il est vraiment bien, parce que je pense que j'aimerais le produire, faire quelque chose avec lui, j'y crois beaucoup. Et il me faut un mec comme toi, carré mais doux, pour le mettre en scène. Je suis écoute, tu m'emmerdes, vas-y, il faut qu'on tourne. Il y avait vraiment beaucoup de travail. Je suis non, moi, tu sais, les prépubères sur scène, c'est sympa, mais il y a des mecs très bien au cours Florent, ça suffit. Et je l'avais un peu, je suis non, oui, d'accord, je viendrai. Et puis je suis pas allé. Bon, j'étais un peu bête. Et la deuxième partie de cette série était réalisée par Serge Zanavicius. Et elle est allée voir Serge. Et elle lui a dit, tiens Serge, j'ai vu un mec super avec un t-shirt. Il faudrait un mec comme toi, carré mais doux, pour le réaliser, le mettre en scène. Et c'est Serge qui a mis en scène ce jeune acteur à l'époque qui était Kev. Adams. Ouais, c'était drôle. Mais il m'en a pas tenu rigueur parce qu'on s'est recroisés après. On peut pas avoir du flair tout le temps. Je n'ai aucun nez. Comme ça, tu vois, c'est clair, je n'en ai aucun. Voilà. À part Daniel Prévost, il y a une expérience particulière. On voit, évidemment, je le disais, Jean Reno, et puis Chantal Latsou, ou Amanda Lear. Il y a comme ça des rencontres qui ont été surprenantes sur ce tournage, hormis Daniel? Non, pas particulièrement. Non, j'étais heureux de voir... Non, c'est un tout. C'était... parce que
on est parfois à une personne de certains artistes. Donc Chantal, on se connaissait. Je connais très bien la fille de... Firmin ? Non, en haut à gauche. Daniel Revers. Voilà. Tina, sa fille. Voilà, Firmin, j'ai beaucoup de tendresse pour elle parce qu'elle a fait un film qui s'appelait Romuald et Juliette que j'ai vu 300 fois. Voilà, c'est des gens comme ça. Non, ça s'est passé très simplement. Quelle belle distribution. Puis c'était rigolo à créer parce que cette espèce d'antagoniste. Voilà, il y a une liberté totale de création avec Kiev et Elisa. Et quand même, il faut citer le réalisateur, Claude Zidi Junior, que j'avais déjà fréquenté sur Ténor. Et voilà, ils m'ont laissé faire mon délire de mec un peu italien, les cheveux en arrière, avec ces espèces de bouclettes un peu dégueulasses derrière, tu vois, les cheveux frisés. Un catogan pas fini, quoi. Qui avance flex comme ça. Et non, c'était très chouette. Je suis content parce que ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Il y a 1,3 million, quelque chose comme ça. Voilà, et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, le premier volet sur TF1 a réuni 6,5 millions de spectateurs, ce qui n'arrive plus jamais. Non. Donc bravo aux équipes de ce film-là, parce que voilà, ça a été un vrai carton. Voilà, donc on suivra peut-être en attendant Maison de retraite 3. Vu le succès, ça pourrait arriver. Autre affiche qu'on va voir apparaître, c'est un projet évidemment là aussi très différent mais important, qui est présenté cette semaine en compétition comédie à Série Mania. Donc on saura dans quelques heures s'il est récompensé ou pas. Ça s'appelle Extra. C'est, pour l'instant, il n'y a pas d'image disponible de la série. Donc ça commence à peine. Il n'y a pas encore d'affiche non plus. Non. OCS n'a pas envie de trop dévoiler. Bon, en même temps, il y a quand même 2 épisodes qui sont en diffusion. Voilà, qui sont dans les tuyaux. Mais alors ça, oui, c'est vraiment... c'est un objet très singulier. J'ai adoré faire cette série. Là vous voyez Anne Giroir, qui a été ma partenaire, fantastique partenaire. Évidemment, pour être Guenièvre dans Kaamelott. Exactement. Et ça a été une super rencontre. Ça parle de quoi ? Comment on peut le pitcher ? C'est un petit couple middle class de province, incarné donc par Anne Giroir et moi-même. Et puis, elle ronronne, si vous voulez, dans une vie comme ça, où elle ne travaille pas. C'est lui qui gère une chaîne de boutiques de matelas. Voilà, il ne se passe pas grand-chose dans leur vie. Elle anime une chorale à laquelle participent des handicapés. Et ils ont une vie sexuelle intime proche du néant. Bon, ça arrive à plein de gens. Et elle va découvrir tout à coup une forme de, si vous voulez, de liberté et de sexualité à travers les handicapés et devenir ce qu'on appelle assistante sexuelle. Voilà, en le cachant à son mari. Lui, son ambition, parce qu'il ne s'occupe pas vraiment de sa famille, son ambition, c'est d'appartenir au petit microcosme local de notables. Voilà, donc il est très obsédé par ça, par gravir les échelons et péter un peu plus haut que son derrière. Et il ne voit pas sa femme exploser, s'épanouir jusqu'à ce que ça implose. C'est-à-dire qu'elle aide les handicapés, effectivement, à arriver à une certaine forme de sexualité. Oui, alors la dénomination exacte, c'est de l'accompagnement. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la prostitution. C'est vraiment de l'accompagnement. C'est un vrai sujet tabou, l'assistance qui est rarement traité en fiction, en plus, pour le coup. Oui, parce qu'alors en France, c'est interdit. C'est toléré en Suisse, en Belgique, me semble-t-il. En France, il y a une espèce de flou juridique. Voilà, donc c'était les 2 réalisateurs, auteurs, Mathieu Bernard et Jonathan Hazan, ont choisi d'écrire autour de cette thématique parce que ça suscite de la comédie, du malaise. Il y a des moments de gêne vraiment profonds, inouïs. C'est exceptionnel. Des moments de malaise, de gêne, que moi je trouve à pisser de rire. Donc je trouve ça très bien aussi qu'on se marre avec les handicapés. On en a besoin. On fera une émission au moment de la sortie de la série. Donc tu reviens, ce sera l'occasion, si tu n'es pas en ton âge, de revenir. Ce sera un vrai plaisir parce que c'est une des productions OCS comme on les aime. Et nous, on soutient OCS depuis plus de 10 ans maintenant dans cette émission. Donc c'est important qu'on soit là pour cette fiction aussi. Et dernière actualité, parce que cet homme ne s'arrête pas, les fameux bracelets rouges. Tu reviens dans cette nouvelle saison qui va arriver dans quelques mois sur TF1. Là, c'est l'affiche de la saison dernière, mais pareil, une belle distribution pour cette nouvelle saison où tu reprends un rôle que tu avais avec la première des générations des bracelets rouges. C'est ça. Alors, c'était pas prévu que je revienne, parce que j'y avais interprété un chirurgien neurologue, le docteur Andra.
Et là, tout à coup, ils ont décidé de choisir un petit peu, de tirer un peu le fil entre autres, de ce personnage. Donc, on va sa vie privée, on va connaître sa vie privée, on va connaître ses états d'âme et un lien fort avec son activité professionnelle à l'hôpital. Voilà. Donc, j'étais heureux de revenir avec Christophe Campos qui a réalisé toute la saison entière, ce qui est rare parce que les réalisateurs en général ils partagent les saisons. Voilà. Là, il a vraiment tenu du début à la fin. Un très bon réalisateur de fiction. C'est un gros Barnum, pardon, absolument. Et puis, il y a une... alors, ils sont tous vraiment super. Hein. Moi, vraiment, c'est pas de la numéro de claquette, mais je les trouve... je trouve ça super de voir de travailler avec des jeunes gens. Parfois, c'est leur première fois devant une caméra. Il y a un truc chouette, parce qu'on a envie que ça se passe bien, parce que ça nous renvoie à nos premières fois. Évidemment. Et donc, l'idée, c'est de leur laisser aussi un bon souvenir de tournage. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Shaili Soufir. Je ne peux pas dire ce qu'elle joue, parce que ce serait dévoiler l'intrigue principale, mais elle est vraiment exceptionnelle. Alors, elle, c'est une bombe d'actrice. Vraiment, elle a un truc exceptionnel. Là, c'est encore une émission qu'on va faire. C'est Swan Pham qui fait le casting. Et alors là, elle a dégoté c'est sa première fois à l'écran. Vraiment, il est impossible que cette fille ne fasse pas une immense carrière. Quand on regarde les comédiennes, les jeunes comédiens qui sont passés dans cette série, il y en a quelques-uns quand même qui ont une belle... Je pense à Louvia, qui était en saison 1, qui a fait un film avec Franck Dubosc. Et là, moi, qui joue ma fille dans Maison de retraite 2. Mais c'est vrai, en plus, exactement. Je pense à Esther, que moi, j'avais adoré la saison dernière. Esther est formidable. Esther Blanc, qui joue ce rôle un peu comme ça, engoncé dans son côté un peu trop strict et tout ça, mais qui est formidable. Mais voilà, il y a vraiment une espèce de quelque chose de bouleversant dans ces jeunes-là. Et c'est vrai que depuis une saison, on découvre beaucoup plus les patients, les médecins et leur vie privée. On le voit avec Michael Gregorio aussi. Enfin voilà, absolument. Donc c'est important. Ouais. C'est important. Donc ça, je ne sais pas du tout quand est-ce que c'est. Ça devrait arriver avant l'été, normalement, on verra. Il n'y a pas d'annonce pour l'instant, mais ça devrait arriver avant l'été. Mais c'est l'ultime et dernière saison. Donc il y a vraiment des grands moments, pour ceux qui ont suivi la série, il y a des grands moments où on replonge un peu dans les premières saisons. Je pense que ça va être un très joli à suivre, en tout cas. Bon, ça c'était pour l'actualité de notre invité. On va dans un instant replonger un petit peu dans quelques moments de son parcours. Ça, il adore ça. Mais auparavant... Une autre avant-première. La série arrive à la fin du mois de mars prochain. C'est réalisé par Julien Seri. Et à l'intérieur de cette série, on retrouve notamment Monsieur Eric Cantona. Voici le teaser de Brigade Anonyme. J'ai un bon copain, il arrive. Je fais partie de ceux qu'on croise tous les jours. Longtemps, j'ai cru qu'on pouvait compter que sur soi. Alors quand les pouvoirs publics ne peuvent plus rien, je fais appel aux gens comme moi. Ce qu'on appelle les anonymes. Mon nom est Castaneda. Et je vais vous raconter mon histoire. Brigade Anonyme, avec Eric Cantona, mardi 26 mars sur M6. Quand sa fille disparaît, cet homme joué par Cantona est obligé de lui-même mener l'enquête, aidé par son meilleur ami qui est joué par Ariel Mallet, parce que la police ne peut pas l'aider. Et il va remonter une espèce de chaîne de responsabilité de l'enlèvement de sa fille, une espèce de conspiration avec des gens puissants à la tête de cet enlèvement. Ça, c'est pour le premier épisode. Et de cette enquête va découler la constitution d'une équipe menée de personnes qui sont tous sauf des enquêteurs policiers pour une brigade d'anonymes qui vont mener des enquêtes. Donc il y a lui qui a une petite vie rangée. Ariel Mallet joue un homme qui est plutôt dans l'événementiel, protection dans les soirées, dans les discothèques. Et puis il y a la prof, une prof jouée par cette comédienne qu'on avait vue dans Scam, qui est formidable et qui joue une prof, mais en même temps qui est hackeuse et qui donc va les aider à s'infiltrer dans les systèmes informatiques. Il y a 4 épisodes pour l'instant. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie, exactement. Et il adore ça puisqu'il va être aussi, cette semaine, il était à Série Mania pour une autre série dans laquelle qui s'appelle Murder Club, dans laquelle il joue un espèce de spécialiste en serial killer librement inspiré de l'histoire de Stéphane Bourgoin. Voilà, où il va enquêter. Il est aux côtés de Tiffaine Davio, qui est aussi une formidable comédienne. Mais en attendant, c'est Brigade Anonyme, c'est Bonne Pioche, la société Bonne Pioche, qui produit cette série, qui a produit aussi Follow, qu'on avait découvert cet hiver sur 13e rue. Et là, ils reviennent, il y a 4 épisodes. Et j'espère que ça fonctionnera, parce que ça permettrait d'enclencher une suite. Donc, Brigade Anonyme, c'est de mémoire le 26 mars, si je ne me trompe pas, dans les dates de diffusion. Et ce sera sur M6. Revenons à Stéphane Debac. Est-ce que ça va, Stéphane, déjà? Tout va bien? Je vais très bien, oui, bien. Pour l'instant, tout va bien? Oui, pour l'instant, tout va bien. Bon, j'ai une petite surprise pour toi.
Alors, c'est une petite surprise. Je croise les bras. Ouais, tout de suite, c'est très solennel. Je croise les bras. Je vais te demander juste de regarder l'écran qui est là. Ouais. C'est une vidéo et on y va. Alors, Monsieur Debac, on le remettra à l'endroit votre ascension, dont je suis le premier fan, est-ce que ça vous dirait quand même qu'entre 2 tournages, on aille rue de la Gaîté chez Bouvard pour écrire quelques sketchs et ensuite manger un sandwich au plomb du Cantal? Voilà. Ah, mon Arsène. Oui, oui. On se parle pas tous les jours, mais presque. On a un petit groupe de copains, voilà, dont il fait partie. Et c'est pas possible. Arsène. On se connaît depuis très longtemps, Arsène Mosca. Ouais. On s'est connus chez Bouvard à l'époque. Qui avait remonté le petit théâtre de Bouvard. Donc moi, j'étais dans ma vingtaine, hein, peut-être 22-23 ans. C'est un de mes premiers contrats, tu vois, à la télé. Et on jouait des sketchs, effectivement. Et on ne s'est pas trop lâché, on se suit. Et d'ailleurs, la série dont je te parlais tout à l'heure, c'était toujours classe, voilà, avec Denis Maréchal, magnifique. Voilà, c'était sa création, c'était Palidi. J'ai eu la chance de jouer le pote de Palidi et de réaliser la moitié de la saison 2, grâce à Jean Dujardin, qui en était le producteur. Et voilà, et tu as mis aussi en scène son spectacle sur scène, je crois. Ouais, c'était avant cette série, c'est ça. Et il y a un personnage qui se détachait un peu du spectacle. C'était ce gars-là, c'était Palidi. Une espèce de mafieux à l'ancienne. Ouais, un peu ringard, quoi. Qui mange des bons becs, voilà, qui sert à rien. Il y a eu de mémoire 45 épisodes, je crois, à peu près, de cette série, il me semble. Ouais, en gros, il y a 2 saisons. C'était à l'époque sur France 4. Ça a démarré sur 13e rue, avec Dujardin qui a réalisé la saison 1. Et ensuite, la saison 2 a bougé sur France 4. Voilà. Et Arsène, c'est un mec, au-delà d'être mon vieux copain, c'est un super acteur. Et je vous invite à le redécouvrir, pour ceux qui le connaissent ou pas, dans le film de Philippe Liorret, dont j'ai oublié le titre, mais que j'ai vu. Et il fait un truc vraiment formidable. Ouais, il est génial. On avait envie de te faire ce petit... Mais ça me fait plaisir. Je suis toujours content de le voir. Ce petit cadeau. C'est très étrange parce qu'il fait partie des gens comme ça. On se parle et on se voit pas. Ça doit être l'époque moderne où, tu sais, t'as des groupes WhatsApp et on s'envoie des conneries, on se parle. Mais on fait tout ça, je te rassure, on fait tout ça malheureusement. C'est vraiment très, très voilà, il a pris le temps. Il est en plus, je le salue parce que il était au théâtre. Et il l'a fait en rentrant du théâtre. Juste, alors on devait te recevoir il y a quelques semaines. Ça ne s'est pas fait, donc la vidéo était en attente. On l'a gardée là sous le coude. J'espérais juste qu'ils te disent alors cette vidéo, comment tu l'as trouvée. Donc il a fallu vraiment bien faire en sorte qu'on le garde sous cloche. Non, je savais pas. Mais il était pas au courant. C'est une vraie surprise, mais donc, ça me fait plaisir. On avait vraiment envie parce que c'est le début en vrai. Et c'est vrai que quand on regarde un peu ton parcours et tout ça, ce moment-là, au début des années 2000, il est charnière, quoi, parce que la mise en scène du One Man, plus la série, plus tout ce qui en découle derrière, en fait. Oui, il y avait... alors, moi, j'ai pas de mémoire, hein, donc je me souviens plus trop dans l'ordre, comment les choses se sont un peu branquées. Mais si tu veux, il y a eu effectivement cette époque chez Bouvard, où je rencontre Arsène, où on joue au café-théâtre. Enfin, vraiment, c'est une époque... c'est incroyable, ça paraît... lointain. Non, j'ai l'impression d'avoir 2000 ans en parlant de ça, parce qu'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de YouTube, tout ça n'existe pas. Donc nous, on écrit nos sketchs, on va au Carré Blanc. C'est là où on se fréquente avec Arsène, avec Jean, qui commence à monter grâce à Patrick Sébastien à l'époque. Ouais. Et nous, c'est nous. C'est ce moment-là, voilà, les nous, c'est nous. Et on est dans cet entrechevêtrement-là aussi, au moment où il y a une gars et une fille qui commence aussi. On doit être autour de 90, un gars et une fille. Oui, absolument. On est en 98, 99. Voilà, c'est dans ces eaux-là. Et voilà, c'est plutôt fin des années 90. Ouais. C'est 97, 98, Bouvard. Moi, j'avais pas fait grand-chose. Hein. J'avais fait des sketchs sur Canal dans une émission qui s'appelait CNET. Avec Philippe Spiteri à l'époque et Aude Thirion. J'ai vraiment démarré, d'ailleurs, je pense que c'est un de mes premiers contrats. C'est un des premiers contrats, je crois. Avec Philippe. Dans ta filmo, quand on voit ton parcours. Il y a CNET. Après, j'ai fait des blagues à part avec Pascal Chaumeil. C'est en 98, ouais. Et au moment de H et tout ça. Ouais, exactement. H, je me souviens, j'étais figurant sur H. Parce que je voulais absolument rencontrer Édouard Molinaro. Qui était un des qui a réalisé des épisodes de H. Je suis un grand fan d'Édouard Molinaro, j'aime beaucoup grand réalisateur du cinéma français. Absolument. Et donc, je m'étais inscrit, alors que je commençais à tourner, à faire un peu l'acteur. Bon, rien à foutre, je me suis incrusté comme figurant, juste pour le côtoyer. Et du coup, j'ai passé les portiques, les trucs, j'ai fait ma journée de figu, puis à la fin, je suis allé le voir. C'était déjà un monsieur assez âgé.
Et je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui. Et voilà. Je ne l'ai pas fait souvent, mais c'est très agréable de dire aux gens qu'on les admire ou qu'on les aime. Ouais, ça fait du bien. Il ne faut pas se retenir de ça. Souvent, on le regrette. Non, il faut surtout que malheureusement, ça va vite. Ouais. Ça peut aller vite. Voilà, on est au début. On est vraiment. Ouais. Et c'est les débuts où Canal+ a commencé à être précurseur pour relancer la fiction. Il y a d'abord eu les sitcoms, Blague à part. Il y a eu Eva Mag. Il y a eu H. Et puis ensuite, il y aura les créations originales Canal+ à partir de 2005 avec Engrenage. Et je suis dans la saison 1 d'Engrenage. Mais tu n'es pas que là, dis donc. Ah bon. On regarde un nouveau générique. Oui. Regarde, c'est par là. Et parce qu'il se faisait chier, Dieu a décidé de changer tout ça. En 6 jours, Dieu a créé le minéral, le végétal et la pire espèce du monde animal, l'homme. Tout ça en seulement 6 jours. 6 putains de jours. Et moi, ce que je me demande, c'est combien de temps Dieu a pris sur ces 6 putains de journées pour créer ce cauchemar qui s'appelle la commune. Et s'il est si fier de son œuvre, pourquoi cet enfoiré redescend pas sur Terre pour faire un inventaire ? Ça me fait plaisir de revoir ça. Ça me fait vraiment plaisir de revoir ça. La commune. Ouais, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de revoir ça. Parce que y a plein de gens super. Vous avez vu le générique, il y a la musique d'Éric Neveu. C'est réalisé par Philippe Tribois. C'est la première production d'Emmanuel Dossé. On est 1 an avant le Village Français. Exactement. Et on retrouve tous les gens du Village Français, d'ailleurs. Sauf moi. Mais c'est vraiment un producteur brillant. C'est la première série d'Abdel Raouf Dafri. C'est une série très inspirée. Ce sera Braco après. Absolument. La saison 2 de Braco. La saison 1 avant, était Olivier Marchal. Il y a eu le Prophète. Scénariste. Mais et vraiment, c'est un grand souvenir parce que je crois que j'avais déjà fait l'affaire Villemain. Et j'avais fait l'affaire Villemain et j'ai retrouvé Francis Renaud sur cette série. Il joue un converti absolument un peu extrémiste, converti à l'islam en prison. Enfin, c'est tout sauf politiquement correct cette série. Il faut quand même le dire. Hein. Non, il y a rien dans les clous. Après, il aurait dû. On aurait dû faire une saison 2 dans laquelle Jeanne Moreau devait jouer ma mère. Elle avait accepté. Jacques Audiard l'a réalisé. Il y a eu toute cette somme d'incidents dans les banlieues où les poubelles ont brûlé. On est 2 ans après les émeutes en banlieue en 2005. Exactement. Donc je crois que le diffuseur, la production, tout le monde s'est dit bon, peut-être pas une bonne idée, on va lever le pied sur la banlieue. Et c'est dommage parce que c'était une des premières fictions quand même où c'était très frontal. Et le grand souvenir que j'ai, c'est vraiment une qualité de dialogue qu'on doit à Abdel Raouf Dafri. Vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que je me souviens que j'avais beaucoup de textes et je les apprenais comme ça parce que c'était vraiment brillant, quoi. Le mec était très très inspiré sur cette série. Et c'est une série que moi je défends beaucoup. Alors elle a plein d'imperfections, mais c'est une série que moi je défends beaucoup parce que j'avais vraiment vu la série à l'époque. C'est l'époque où les créations originales de Canal+ se cherchaient. Elles n'avaient pas toutes le même succès, alors qu'il y avait des très grandes. Il y avait Reporter aussi qui avait été fait à la même époque. C'est l'époque de Mafiosa, c'est l'époque de plein de choses comme ça. Et c'est vrai que la commune arrive, elle est sombre au possible, elle est désespérée au possible. Il y a Doudou Masta aussi qui joue dedans. Avec sa voix. Avec sa voix. Bien placée. Formidable. Mon copain Alain Doutet. Alain Doutet qui est formidable, le papa de Mélanie. Absolument, on s'était retrouvés parce qu'on avait déjà travaillé ensemble aussi sur l'affaire Villemain. Il jouait l'avocat véreux. C'était... Mais la commune, c'est formidable. Les épisodes sont disponibles sur YouTube. Hein. Quelqu'un et des amis. Si vous avez l'occasion de les voir, parce qu'il y a eu un coffret DVD, mais tout le monde n'a plus le DVD aujourd'hui, malheureusement. C'est peut-être d'ailleurs encore sur MyCanal, donc on essaiera de vous le retrouver. Ça vaut vraiment le coup d'être redécouvert. Et c'est la première fois, je me souviens, que
Alors, pardonnez-moi, c'est une maladie, hein, c'est-à-dire que Je t'en prie. Je n'ai pas de mémoire des prénoms. Comment s'appelle-t-elle Connasse, tout ça. C'est... Ah, Camille Cotin. Camille Cotin, voilà, pardon. C'est la première fois que Camille Cotin... c'est un de ses premiers rôles, je crois. Elle est dans La Commune ? Ouais, elle fait une assistante sociale. Et j'ai un souvenir très marqué d'elle parce que moi, je jouais l'adjoint au maire, une espèce de Sarkozy très... Mais pire, encore pire. Ouais, vraiment une saloperie finie. Et je me souviens très bien de cette journée où elle est arrivée. Et je la trouvais stressée. Je me souviens très très bien, c'était très joli. Et puis je l'ai détendue, on lui dit « Attends, t'inquiète, ça va ». Et après, très vite, elle a percé avec Connasse. Elle a explosé grâce à Connasse. Il y a eu beaucoup de révélations. On parlait de Thomas Sisley, qui est tout jeune. C'est génial de la voir dans ce rôle, d'ailleurs, parce qu'elle avait composé un truc vraiment formidable avec un petit collier de perles, des trucs comme ça. Tout ce qu'il fallait. Mais c'est un sujet qui est vraiment... C'est une série qui a un traitement radical, comme Raouf Dafri sait les faire. Et voilà, c'est une proposition qui est vraiment, vraiment singulière. Je me rends compte qu'en regardant mon conducteur, j'étais un peu vite. Je suis passé sur ce générique. Il y avait une photo juste avant. On va la voir. Je voudrais que tu me dises que ça t'inspire. Ah merde, l'horreur. L'horreur absolue, c'est Francis Saulme. Alors ça, c'était l'adaptation... Dans la tête du tueur. Dans la tête du tueur, avec... Giraudot. Bernard Giraudot, avec lequel j'ai travaillé. On était en binôme dans ce Il faisait Abgral. Ce film-là, absolument. Celui qui a traqué Francis Saulme. Voilà. Pour TF1. Et qui recoupe toutes les informations. Moi, j'étais un peu le geek à côté qui recoupait les infos pour lui. Avec Thierry Frémont. Thierry Frémont qui jouait il était bluffant. Il a eu un Emmy Award. Ouais. Il était incroyable. Et ça aussi, c'est une fiction charnière dans l'équipe de TF1 où des choses commençaient à être beaucoup plus sombres, beaucoup plus audacieuses. Il y avait eu celle-ci, il y avait eu Papillon Noir avec Éric Cantona, mais dans la tête du tueur, c'est la retranscription. Je veux dire, Francis Saulme, je crois même pas de mémoire, je crois que les procès n'avaient pas encore eu lieu. Enfin, on était vraiment dans quelque chose de très chaud, il venait d'être arrêté. Enfin, c'était assez sensible comme sujet. Oui, non, c'était extrêmement bien mené. Et moi, c'est un souvenir. Alors, bon, après, nous, on est dans le... Comment dirais-je, dans la conception des choses quand on travaille. Alors, c'était plus ma relation de travail avec Bernard Giraudot, voilà, c'est un grand souvenir parce qu'il était vraiment très chouette. Un immense acteur. Ouais, et puis vraiment, ça fait partie, comment dire, de l'éducation artistique que vous recevez. Je crois que les acteurs, on se forme parfois à l'école, dans les conservatoires ou autres, mais on se forme aussi au contact des autres. Et je me souviens d'un soir où j'attendais un régisseur pour me ramener chez moi, en tournée je ne sais où, assez loin en banlieue, et il passe dans sa grosse berline comme ça, il me fait « Tu vas où ?» Je rentre. « T'es dans quel quartier ?»« Oh, c'est pas mon chemin. »« Bon, viens, je te dépose. » Et c'est devenu comme ça une espèce de rituel, il me ramenait tous les soirs. Et il avait un des premiers GPS à l'époque. Je crois que l'écran devait faire 50 cm dans la bagnole, quoi. Vraiment, il mangeait sur les genoux, tu vois, quand tu étais sur le siège passager. Et c'était très grossier, tu avais comme ça deux lignes et puis un point rouge. Et ça faisait comme ça. Il me disait, tu vois, c'est magnifique. Tout ça. Et on était dans les embouteillages et il me racontait plein d'anecdotes, il me donnait des conseils. Voilà, c'était un très chic type. Et il nous reste deux, trois photos à montrer. La suivante, on va la voir. Je crois qu'on l'a un peu. Ça, c'est la commune. Ça, c'est la commune. Ouais, on est le brushing de la commune. Sur la commune. On reconnaît le brushing. Ce côté Sarkozy, voilà, que je voulais qu'on mentionne. Autre sujet qu'on va voir derrière. Le deuxième film que j'ai fait avec Éric Valette, voilà. Le serpent aux 1000 coupures, avec Thomas. Avec Thomas que tu as retrouvé. Ouais, absolument. Et on va voir la photo suivante parce que c'est évidemment lié, c'est Éric Valette. Oui. Parce que tu l'as retrouvé très souvent, tu as très souvent travaillé avec lui, à la télévision ou au cinéma, je crois d'ailleurs aussi. La première fois c'était sur La Proie, on a tourné ça en 2010, le film est sorti en 2011. Avec Albert Dupontel, Alice Taglioni et d'autres. Et puis ensuite... Quelques années après, il m'a rappelé, il m'a proposé donc ce film, l'affiche précédente, Le serpent aux 1000 coupures, qui est l'adaptation d'un roman noir de Doha, pour jouer vraiment un trou du cul. Je m'étais fait une coloration. Alors, le film est très dark, donc on la voit moins. J'étais un peu déçu, mais c'est dommage. J'ai passé plusieurs semaines en rouquin, avec les cheveux comme ça, une espèce de coiffure. C'était assez amusant à faire. Et plus récemment, il m'a rappelé pour
un unitaire, enfin une collection qui s'appelle Noir comme neige pour France Télévisions. Tu seras dans le 3e volet, c'est le fameux triptyque. On avait reçu ici même Clémentine Poidatz pour en parler. Elle partage l'affiche avec Laurent Gérard. Absolument. Et il y a un 3e volet qui est filmé et Éric Valette, dans cette saga, entre guillemets, filme la montagne de manière somptueuse, avec des plans aériens qui sont divins. Et là, vous montez encore plus haut en montagne, d'après ce qu'elle nous avait dit. Oui, moi je suis pas Clémentine Poidatz. Je suis pas du tout un aventurier, mais alors Clémentine, c'est une grande et vieille amie, donc c'était canon de se retrouver dans le travail. On l'adore. C'était la 2e ou 3e fois qu'on tournait ensemble. Et j'ai rencontré Laurent Gérard qui m'imite. C'est dingue. Ah oui, c'est ça, il t'imite. Ouais, je savais pas que j'étais imitable. Mais il a trouvé mon timbre de voix comme ça. Oui, c'était rigolo. C'est génial. Quand on bouffait, il me disait, oui, tu parles un peu comme ça. Il faisait un truc un peu traînant comme ça. Oui, tout à fait. Oui, voilà. C'était rigolo. Imité par Laurent Gérard, pas mal. Oui, c'est un homme absolument charmant. Ce sera diffusé à l'hiver prochain, très certainement. Et ça cartonne à chaque fois, parce que c'est plus de 5 millions de spectateurs sur France 3. Il y a Caterina Morino aussi. Nous sommes 2 guests. Donc c'est presque le casting de La Proie qui se recompose, puisque Caterina était dans La Proie. Et Caterina qui était cette semaine à Série Mania. Donc voilà, elle passe pour Escort Boy. Donc voilà, la boucle est bouclée, tout le monde se retrouve. Et c'est ça qui est absolument formidable. On va terminer cette émission dans un instant, mais pour arriver maintenant au futur, c'est quoi tes projets? On l'a vu, il y a Extra qui va arriver. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses en projet qui doivent arriver, qui sont tournées ou... Oui, alors c'est un film qui s'appelle Les Green Panthers, que je viens de finir de tourner pour UGC avec Vincent Elbaz et Émilie Kahn. Pas mal. Ouais, c'est... C'est pas mal. C'est réalisé par Julie Manoukian. Voilà, c'est une comédie, c'est très stylisé et ça va être très très bien, ça. C'est vraiment super. Bon, bah, super. Ça sera pour, je pense, je crois que le film sort assez vite. J'ai l'impression que c'est pour l'hiver prochain. Bon, ça arrive très très vite. Donc, d'ici là, il y aura eu effectivement Extra sur OCS, il y aura eu les Bracelets Rouges sur TF1 et d'autres projets dont on ne peut pas parler, mais qui vont arriver bientôt. Voilà, et on l'espère et qui pourraient te ramener ici. C'est possible, en tout cas. Ça fait partie des choses qui sont envisageables, mais on n'en dira pas plus pour ne pas porter la ch'touille, comme on le dit souvent. La ch'touille. Tu dis pas ch'koumoun, tu dis ch'touille. Moi, je dis la ch'touille aussi. Tu pars sur la maladie vénérienne. Je pars sur la maladie vénérienne. Moi, je suis comme ça. Ok, on va pas se porter la ch'touille. D'accord. Ok, Alexandre, c'est bien de finir là-dessus. Écoute, il faut finir sur une ch'touille, c'est bien, c'est pas mal. Avant de clôturer cette émission, un dernier petit coup d'œil que je voudrais vous conseiller. On fait un petit pas de côté sur les séries, mais c'est un spectacle que moi j'ai découvert cet hiver à la salle Playel et qui va revenir l'année prochaine. Ça vient d'être annoncé à Paris. Ce sera au mois de janvier cette fois-ci. Et je vous le recommande chaudement. C'est un spectacle musical signé Marc Lavoine et Fabrice Aboulker. Ça revient. Voici un petit extrait du teaser. Je voulais vous en faire profiter un petit peu. Ce sera au mois de janvier 2025 à Paris. Un spectacle musical. La malédiction des souliers rouges. La malédiction des souliers rouges. Nous serons le monde entier, les souliers rouges à tes pieds. Tu danseras tous les jours sans penser à l'amour. Je voulais vous rencontrer, car je vous ai vu danser. Je tombe amoureuse, je tombe amoureuse. Je tombe amoureuse, je tombe amoureuse. Je tombe amoureuse. Vivre ou ne pas vivre. Les souliers rouges. Les souliers rouges. Ça avait été proposé, alors je crois que c'était en 2016, à Brad Pitt, 2017. non, je crois, mais il n'était pas dispo, le mec. Au départ, c'était Marc Lavoine, Arthur H. The Red Shoes. Et Cœur de Pirate qui devaient le jouer. Et puis ensuite, il y a eu le spectacle devait se produire à Paris, puis il y a eu le confinement qui est arrivé. Ils sont revenus à Paris, cette fois-ci, Les Souliers Rouges, adaptés d'un conte, je crois, d'Andersen. Un petit peu teinté de cet esprit du fantôme de l'opéra, c'est-à-dire que grosso modo, il y a un metteur en scène qui cherche
a recruté une nouvelle danseuse pour son spectacle, son ballet à Paris. Sauf que au sein de cet opéra, il y a ces fameux souliers rouges qui sont là. Et on comprend assez vite que ce metteur en scène, pour monter son spectacle, a pactisé avec le diable. Et le diable a jeté un sort sur ces souliers rouges pour réussir sa carrière. Cette jeune femme doit renoncer à l'amour. Et sauf qu'évidemment, elle va rencontrer l'amour. Et que, évidemment, ça va, vous en doutez bien, pas forcément très bien se finir. En chanson. En chanson. Tout ça en chanson. Tout bien se sûr. finit toujours en chanson. Et ça revient donc au mois de janvier 2025. Et moi, j'ai eu l'occasion de le voir à la salle Playel. Et c'est vraiment assez réussi parce que c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir sur les spectacles musicaux français. Moi, en général, je suis plutôt amateur. Tu veux dire que les mecs ne racontent pas ce qu'ils sont en train de faire en chantant? Non, justement. Parfois, il faut même. Je vais partir. Tu vois, où les gars disent ce qu'ils sont en train de faire dans chaque chose. Exactement. Je vais faire. Non. D'accord. Je vais choper la chouille. Non, tu vois pas de. Toujours, t'en reviens. Il faudra quand même régler ce problème, Alexandre. Non, mais voilà. Là, c'est vraiment. C'est où? C'est à la salle. Je crois qu'il retourne à la salle Playel. Ah, d'accord. Et on est plutôt dans l'héritage des comédies musicales anglo-saxonnes plutôt que celles françaises. Attention. Hein. Ouais, mais non, mais voilà, on est. Parce que même l'entrée de gamme anglaise, si tu veux, c'est déjà. Oui, enfin, il y a des grosses aussi. Oui, mais alors les Anglais ont un truc qu'on n'a pas nécessairement, c'est que quel que soit le rôle, que le mec qui vient, qui est en fond de scène ou quoi, il donne tout. C'est des tueurs sur scène. D'accord. Vraiment. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de dichotomie de talent, si j'ose dire, sur le plateau. Ils sont tous donc, du coup, extrêmement doués. Donc, du coup, tu es en train de nous annoncer que tu vas monter une comédie musicale Palizzi. Non, moi, je chante comme une merde. Palizzi, c'est impossible. Avec Arsène Mosca, non, qui danse sur scène. Je chante mal. Voilà, non, mais lui, il pourrait. Talent. Non, je crois pas qu'il chante bien. Il a fait du rap, hein. Il a fait des albums, des trucs incroyables. C'est vrai. Mais non, moi, la musique, j'aurais adoré. Je laisse ça aux autres. J'aurais adoré être chanteur. Bah, évidemment. C'est parce que j'irais écrire une chanson, etc. Ça s'inscrit dans les mémoires collectives. C'est un travail différent. En l'occurrence, Marc Lavoine et Fabrice Aboulker, les chansons qui restent dans la tête des gens pendant des décennies, ils savent faire. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, faites-vous votre propre opinion. Ça revient pour 3 dates, et 3 dates seulement à Paris l'année prochaine. Ah donc oui, il n'y a pas une surexploitation du spectacle. 3 dates. 3 dates, et en attendant, c'est en tournée dans toute la France, en Belgique et en Suisse, notamment jusqu'à l'été. On remercie Stéphane Debac d'avoir passé cette émission avec nous. On a revu plein de choses avec toi. Je resalue et on embrasse Arsène Mosca qui nous a fait cette petite surprise de te laisser ce petit message. Nous, on va se retrouver très très vite. On se retrouve dès la semaine prochaine. On a encore plein de belles choses à voir avec vous. Nous aurons notamment une émission entièrement consacrée à Homejacking, la nouvelle série d'Hervé Admar avec Yannick Chouara et Marie Dompnier qui seront nos invités. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Éléonore qui nous a permis de faire cette émission, que j'embrasse. Et merci à Maxime qui était à la réalisation. Éléonore Osé. Bah oui, évidemment. Évidemment. Éléonore Osé. On l'embrasse. À très vite, les amis.